Si même nous, en tant qu'adultes, on a du mal à gérer nos émotions, comment peut-on imaginer qu'un enfant y arrive tout seul ? Spoiler, il ne peut pas. En fait, sans recul, sans pouvoir réel sur son quotidien et avec un cerveau qui n'a même pas fini de se développer, l'enfant fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. En revanche, nous, en tant qu'adultes, on a un vrai rôle à jouer pour aider les enfants qui nous entourent à identifier, à traverser et à ressentir leurs émotions. D'accord, mais comment on fait concrètement ? C'est de ça qu'on va parler dans cet épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un cadeau à vous offrir. C'est un guide pratique qu'on a développé et qui s'appelle Mom Rage, pourquoi on explose et comment réagir autrement. C'est donc un guide ultra pratique qui va vous aider à identifier de quoi sont faits ces débordements émotionnels qui peuvent concerner tellement de parents dans leur relation avec leurs enfants et qui créent ensuite tellement de désarroi et de culpabilité. Donc, dans ce guide, Mom Rage, on va vous aider à comprendre le mécanisme sans jugement et on va vous donner des clés concrètes pour apprendre à faire autrement, pour que vous puissiez être le parent ancré et rassurant que vous voulez être pour vos enfants. Si vous me découvrez avec cet épisode, je suis Clotilde Dussoulier, je suis autrice, je suis master coach certifiée et la fondatrice de l'entreprise de coaching Change ma vie. Et pour parler des émotions des enfants et comment est-ce qu'on peut les aider aujourd'hui, j'ai avec moi Maude Meunier, qui est coach de vie certifiée, qui fait partie des coachs qui interviennent au sein du coaching Change ma vie et qui est particulièrement passionnée par les sujets de parentalité, d'éducation et d'émotion. Maude, bienvenue sur Change ma vie. Est-ce que tu veux donner 2-3 mots de présentation complémentaires ? Oui, merci beaucoup Clotilde. Bonjour, donc effectivement, moi c'est Maude Meunier, je suis coach de vie et je me passionne en particulier pour tout ce qui touche à l'accompagnement des enfants, mais aussi à l'accompagnement des parents. Je suis moi-même maman d'un petit garçon de 7 ans et après sa naissance, je me suis retrouvée débordée. J'étais prise dans un tourbillon de questions et d'émotions dont j'avais un peu du mal à me dépatouiller. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ton podcast, que j'ai écouté un temps avant de participer et de rejoindre le programme de coaching que tu proposais alors. Et c'est vrai que j'y ai découvert des outils, des concepts, moi, qui ont radicalement transformé en fait ma manière d'être mère. Donc j'ai décidé de devenir coach à mon tour et je me suis spécialisée plus particulièrement sur l'accompagnement des parents. Donc aujourd'hui, à côté de mon activité au sein de Change ma vie qui me réjouit, j'ai aussi le plaisir d'accompagner des familles, des parents dans leur cheminement et de les aider à construire un quotidien plus apaisé avec leurs enfants. Et c'est vrai que ces outils de coaching et de gestion de ces émotions, on est beaucoup à en avoir ressenti le besoin aigu justement au moment de devenir parent et on va y revenir. Une chose que je voudrais préciser, c'est que tout au long de cet épisode, on va parler de la relation entre les parents et les enfants, mais ça n'est pas, les parents ne sont pas les seuls adultes à pouvoir aider les enfants dans leur apprentissage de la gestion de leurs émotions. Je pense notamment aux enseignants, aux éducateurs et même à ce qui peut s'apparenter à un parrain, une marraine ou un adulte de confiance. Et donc, bien sûr, il faudra ajuster selon le consentement qu'on a dans la relation qu'on a avec l'enfant et ses parents pour pas outrepasser la confiance qui nous est donnée. Mais quand on va parler de parents, on va parler d'adultes de façon interchangeable. Et donc, la première chose que je voudrais qu'on aborde ensemble, c'est finalement, quand on pense à un enfant et à son apprentissage émotionnel, qu'est-ce qui est le plus difficile pour un enfant dans le ressenti de ses émotions ? Je pense qu'une des choses qui est vraiment compliquée pour les enfants, c'est qu'en fait, ils naissent avec toute la palette des émotions humaines, mais aucune clé encore pour les gérer. Et donc, il y a cet écart qui peut être assez gigantesque entre l'intensité de leur ressenti, d'une part, et leur capacité à gérer et à faire face en fait, à ce ressenti-là. Et il y a différentes raisons, et on peut revenir dessus si c'est quelque chose qui paraît pertinent. Mais moi, il y a 3 points en particulier sur lesquels je voudrais revenir pour expliquer un peu cette difficulté. Le premier point, déjà, c'est l'immaturité en fait, du cerveau des enfants. Le cerveau des enfants, il y a une partie dans notre cerveau qui est le cortex préfrontal et qui joue un rôle majeur dans la régulation des émotions. Et en fait, ce qu'on estime aujourd'hui, c'est que cette zone-là, elle n'est pas pleinement développée avant 20-25 ans, ce qui nous laisse quand même une sacrée marge. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que les enfants, ils n'ont pas la capacité, ou peu la capacité, de venir s'apaiser tout seuls du fait de cette immaturité cérébrale. Donc ça, c'est un premier point.
déjà qui me semble important. Le deuxième point aussi, c'est qu'en fait, ce dont on se rend compte quand même, c'est que les enfants, ils n'ont pas forcément le vocabulaire, les mots, ni même la compréhension de ce qui se joue pour eux. Et donc, on s'imagine, enfin, on peut, je pense, très bien s'imaginer adulte ce que ça peut faire, mais d'avoir des ressentis qui sont parfois très forts, très intenses, qui nous poussent à adopter un comportement particulier. Et en fait, on comprend pas. On comprend pas pourquoi on se sent comme ça, on comprend pas ce qui se joue pour nous. Et je pense que ça peut ajouter une couche de détresse et d'intensité à ce qui se passe déjà au premier niveau. Et le dernier point qui me semble important aussi, c'est que finalement, les enfants, de manière très simple, en fait, ils n'ont pas encore développé les compétences pour réguler leurs émotions. Parce que ça, c'est pas un truc qui apparaît magiquement à un moment donné parce qu'on a tel âge. Ce sont des compétences qui s'apprennent exactement de la même manière qu'on apprend la lecture ou qu'on apprend à nager. Et ça, la réalité, c'est que ça prend plusieurs années pour pouvoir les développer et que pour certains enfants, c'est plus long que pour d'autres. Ouais. Et est-ce que tu peux parler de à quoi ça ressemble finalement à un enfant qui ressent des émotions d'une façon qu'il n'arrive pas bien à comprendre, ressentir et traverser? L'adulte qui est en face, de quoi est-ce qu'il est témoin? En fait, ça peut être... Enfin, il y a tellement d'exemples différents, mais moi, je pense à des situations que j'ai vécues à titre personnel ou que ce soit avec mon fils ou dans mon entourage proche, mais c'est un enfant qui va exploser parce que sa tour de Kapla, elle s'effondre. C'est une petite fille qui va partir dans une rage incroyable parce qu'elle a perdu une partie de Uno. C'est toutes ces situations où finalement, nous, les adultes, on va avoir un espèce de décalage entre ce qui nous paraît rationnellement, enfin ce qui nous paraît... Voilà, on voit, ok, c'est une partie de Uno, ok, c'est une tour de Kapla, mais pourquoi en fait il y a cette intensité-là? Et je pense que ce qui est très difficile, enfin une des choses qui est très difficile pour nous les adultes, c'est d'arriver à justement à se rappeler, à remettre dans le contexte quelle est la réalité d'un enfant versus ce que moi je perçois de la situation. Oui, tout à fait. Et donc là, le type de réaction émotionnelle que tu décris, il me semble que ça concerne un âge plutôt... on a tendance à associer ces crises plutôt à 2-4 ans, quoi, grosso modo, âge préscolaire et puis maternel. Comment est-ce que ça peut se manifester à l'âge scolaire, par exemple, mettons entre 6-7 ans et 10-11 ans? Oui. Ça peut être, par exemple, très simplement, et moi, je le vois très bien, enfin, moi, c'est un truc que j'ai pu rencontrer à titre personnel, un enfant qui va essayer de faire quelque chose, une maquette. Mon fils, il adore les maquettes, par exemple, et en fait, juste, il va pas réussir à venir poser la pièce comme il faut, à faire le bon pliage, etc. Et on sent que ça monte, jusqu'à ce que parfois, en fait, la maquette, elle tombe, elle soit envoyée sur le sol. Ça peut être des choses comme ça, ou parfois des enfants qui vont rentrer du collège et qui vont arriver, on sent que c'est compliqué pour eux, ils vont jeter leurs affaires, claquer la porte, aller s'enfermer dans la chambre. En fait, tout ça, ce sont des manifestations d'une intensité en fait, émotionnelle que les enfants n'arrivent pas à gérer dans l'instant. Ouais. Moi, ce que je constate aussi, c'est que ça peut être assez exacerbé au sein d'une fratrie. Ouais. Et que finalement, moi qui ai 2 fils qui ont aujourd'hui 10 et 13 ans, en réalité, la difficulté de gestion de leurs émotions, c'est souvent dans la relation entre eux. C'est-à-dire que chacun pris isolément arrive à peu près à gérer ses émotions et dans le dialogue entre eux, avec eux, on arrive à les aider, mais que ce qu'ils ressentent chacun de leur côté au sein de la relation, c'est explosif puissance 1000. Et c'est vrai qu'en tant que parent, oui, c'est ça, ça crée une difficulté d'autant plus importante qu'il y a quelque chose de conflictuel entre eux dans l'expression de leurs émotions. Oui. Oui, non, mais complètement. Et je pense qu'effectivement, que ce soit au sein de fratries, mais aussi dans les interactions avec les copains, les copines ou d'autres adultes, il y a quelque chose qui vient se jouer et s'ajouter. Et je pense que le fait de ressentir aussi ces émotions fortes, en sachant qu'on est observé, en sachant que tout un tas de personnes aussi peuvent avoir une espèce d'évaluation de ce qui se passe pour nous, ça peut venir accroître la difficulté et l'intensité du ressenti, en fait. Ouais. Et donc, ce que je propose aux personnes qui nous écoutent, ce serait de se dire, OK, dans les enfants auxquels je pense, alors que ce soit mes enfants ou des enfants de mon entourage, déjà, est-ce que je peux commencer par identifier qu'est-ce qui me paraît être
une difficulté de gestion émotionnelle ou de ressenti émotionnel des enfants auxquels je pense, et quelle est ma difficulté face à ça. Déjà pour commencer à se mettre un petit peu dans une forme d'intégration de ce qu'on va pouvoir proposer dans cet épisode. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on sait, quand on a face à soi un enfant dont on voit qu'il est en train de se débattre avec une forme de difficulté émotionnelle, comment est-ce qu'on sait si cet enfant a besoin de notre aide ou si, en fait, c'est une situation dans laquelle c'est un apprentissage. Parce qu'en fait, de la même façon qu'on intervient, il faut pas, on va pas dire il faut, mais il faut pas, mais on sait qu'il y a tout un tas de choses où il faut laisser les enfants se dépatouiller un petit peu avec leurs difficultés parce que c'est comme ça qu'ils apprennent. Mais en même temps, il faut pas les laisser dans une difficulté qu'ils ne seraient pas en mesure de surmonter seuls. Et donc, est-ce que tu aurais des pistes pour savoir, là, mon enfant a besoin d'aide, ou là, je pense que mon enfant, il est en train d'apprendre à gérer ça en autonomie? Ouais, et je pense que c'est une question qui est vraiment hyper intéressante et qui fait un peu écho aussi à l'inconfort qu'on peut ressentir en tant que parent quand on voit un enfant, notre enfant en particulier, traverser un moment difficile. Je pense qu'il y a un truc qui est tellement inconfortable parfois pour nous qu'on a envie de se précipiter et d'aller aider tout de suite et trouver des solutions. Là, je pense à des cas pour les plus petits, mais ça peut s'appliquer aussi pour les grands. Enfin, quand on les voit lutter pour venir mettre la pièce d'un puzzle ou fermer son manteau et qu'on voit que c'est compliqué pour eux, on a envie en fait de faire à leur place. La réalité, c'est que tant qu'ils ne sont pas débordés par leurs émotions, en fait, ils sont en train de développer des compétences hyper précieuses. Déjà, ils trouvent par eux-mêmes des solutions pour faire face à la difficulté qu'ils rencontrent, et ça, c'est absolument génial. Enfin, c'est une des meilleures formes d'apprentissage. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils sont en train de développer la compétence une forme de résilience, de persévérance, et d'apprendre à trouver une forme de confort, en tout cas d'acceptation de la frustration. Et ça, je pense que c'est un des cadeaux les plus précieux qu'on puisse faire à son enfant. Et donc, voilà, l'idée, c'est de ne pas intervenir trop tôt pour ne pas les priver de ça. Mais je pense aussi, notamment pour les plus petits, qu'il y a des signaux qui peuvent être intéressants à repérer, parce que plus on va pouvoir intervenir tôt, plus aussi on va leur éviter de partir dans une espèce d'escalade et de tempête émotionnelle qui va être difficile à gérer. Et ça va être intéressant, je pense, de se faire confiance en tant que parent. On sait en fait à quel moment ça bascule, on voit qu'il y a certains signes, une forme d'agitation qui peut apparaître, de crispation, ça c'est des choses qu'on peut repérer. Et donc dans ces moments-là, il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider notre enfant et que ça ne monte pas en puissance. Et ne serait-ce que commencer par être présent à côté, ça peut parfois suffire pour faire retomber un peu la tension et permettre à l'enfant de continuer tout seul ce qu'il est en train d'essayer de faire. Ouais. Et moi, un retour d'expérience que je peux faire là-dessus, c'est que on croit parfois en tant que parent qu'en fait, on est une sorte d'observateur neutre qui n'a pas d'impact sur l'émotion, et qu'en fait, entre un enfant qui ressent une émotion forte, qu'on observe en se disant il est tout à fait capable de... Voilà, ceci n'est pas un problème à résoudre, c'est une émotion à accueillir. Il y a un épisode de Change ma vie qui s'appelle Ceci n'est pas un problème à résoudre, mais c'est pas un problème à résoudre, c'est juste une émotion qu'il est en train de vivre. Le fait que nous, on ressente ça, cette confiance-là, en réalité, ça a déjà un impact sur son émotion. Mais que même si on n'intervient pas, mais qu'à l'intérieur, on est nous-mêmes en train de se dire avoir une forme de résistance à l'émotion, de jugement de l'émotion, etc. En fait, l'enfant a des capteurs un peu partout et le sent souvent. Ouais. Et donc, la question que je voudrais te poser maintenant, c'est quels sont les messages principaux qu'un adulte peut transmettre à un enfant au sujet de ses émotions. Alors, soit au moment où l'enfant ressent les émotions, ou à froid. Est-ce qu'il y a une différence, selon toi, entre l'aide qu'on peut apporter à chaud et l'aide qu'on peut apporter à froid? Ouais. Donc, faire ou dire. Je pense que le message principal, et ça rejoint ce que tu étais en train d'expliquer, et je vais reprendre d'ailleurs une distinction que tu fais souvent, même si c'est avec des termes un peu différents, mais je pense qu'il y a vraiment deux niveaux. Il y a l'émotion qui est présente, l'émotion qu'on ressent, que l'enfant ressent, ce qui se passe pour lui, et ensuite il y a la relation à l'émotion. C'est-à-dire tout ce qu'on peut penser de l'émotion, toute la signification qu'on donne à l'émotion, la manière dont on va l'accueillir ou au contraire y résister. Et je pense que notre rôle en tant que parent, ce sera jamais de faire disparaître les émotions difficiles pour nos enfants. Déjà parce que
c'est impossible. Mais en plus, tu le dis souvent, les émotions, elles ont des informations qui sont précieuses à nous transmettre et donc on ne veut pas se priver de cette source d'information-là. Donc c'est pas sur ce niveau-là, je pense que notre rôle il est le plus important. Finalement, notre rôle en tant que parents, c'est d'aider nos enfants à développer une relation qui soit plus sereine et plus apaisée avec leurs émotions. Et ça, on va pouvoir transmettre ce message de différentes manières. Et tu fais très bien de préciser, je pense qu'on n'a pas le même genre d'intervention quand on est dans l'instant, quand l'émotion elle est potentiellement bien forte, et à froid quand c'est plus apaisé, plus calme. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on attaque sur en ce qu'on fait, je peut pense faire. que ce qui peut-être permettrait de bien prendre possession de ça, c'est... Bon, il y a un exemple qui me vient, qui est pour moi c'est sans doute pas par hasard, mais l'émotion de déception d'un enfant. Alors, je pense que c'est parce que moi, en tant que moi, la déception est une émotion que je trouve particulièrement pénible à ressentir. Et quand un de mes enfants est déçu, qu'il est complètement aux prises avec cette déception, qu'il exprime cette déception, etc. Ça peut... Alors déjà, il y a un truc d'activation, de projection et de résistance à sa déception, parce que souvent, il est déçu en lien avec une décision que j'ai pu prendre, ou voilà, quelque chose sur lequel j'estime avoir une forme de contrôle. Du coup, si on prend par exemple cet exemple d'un enfant qui ressent une grande déception, par exemple, il devait recevoir un truc pour son anniversaire et puis le truc n'est pas arrivé et donc du coup, il est très déçu de ne pas avoir ce cadeau le jour où il s'y attendait. Dans l'instant, grosse déception, qu'est-ce qu'un parent peut faire ? Je pense que déjà, le premier réflexe, c'est de se tourner vers soi et de s'assurer qu'on est en état, nous, d'apporter un soutien utile à nos enfants. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais on l'a évoqué brièvement. Je pense que vraiment, ça peut être très, très challengeant pour les adultes de voir son enfant ou un enfant aux prises avec une émotion difficile. Et donc déjà, venir faire un petit check-up avec soi-même, parce que si on est débordé nous-mêmes par une émotion qui est forte, on va avoir plus de mal à accompagner utilement nos enfants. Donc, on ne va pas forcément revenir sur ces outils et les pratiques qu'on peut mettre en place. Tu as plein de podcasts qui évoquent des choses très utiles qu'on peut mettre dans l'instant. Mais commencer, sauf s'il y a une urgence bien sûr, mais commencer par s'apporter à soi le soutien qu'on veut apporter à nos enfants, ça me semble toujours un bon préalable. Et après, à chaud, avant de peut-être proposer des pistes de ce qu'on peut faire ou dire, je voudrais parler d'un truc qui, à mon sens, est un réflexe naturel pour la plupart d'entre nous adultes, mais qu'on pourrait essayer d'éviter quand c'est possible. C'est qu'en fait, à chaud, on a souvent très envie de se lancer dans des longs discours, d'essayer de faire passer des messages à nos enfants, d'essayer de rationaliser ou de minimiser leurs ressentis. Et je pense qu'à chaud, c'est... Voire de le nier, carrément. C'est-à-dire, nier. Non, tu n'es pas déçu, regarde tout ce que tu as eu d'autre, regarde cette merveilleuse fête qu'on a organisée. Donc non, tu n'es pas déçu, ou ce que l'enfant entend, c'est tu n'as pas le droit d'être déçu, c'est pas légitime, c'est pas normal. C'est une forme d'ingratitude ou... Ouais, exactement, de me dire mais attends, on va pas le recevoir aujourd'hui, mais tu le recevras demain, il suffit juste d'attendre. Enfin, tout ce truc un peu on va venir rationaliser ce qui se passe et d'y apporter une logique ou d'essayer de forcer notre enfant à voir les choses autrement. Et en fait, ce truc-là, déjà, je pense que de manière générale, c'est pas forcément hyper utile. Mais alors, en plus, dans l'instant, quand une émotion, elle est forte, notre cerveau, il est pas du tout en capacité de recevoir et de traiter ces informations-là. Et au contraire, en fait, ces paroles-là, elles peuvent accentuer la dérégulation, elles peuvent venir créer encore plus de difficultés. Donc, essayer, je sais que c'est challengeant. Et moi, pour moi, la première, je me vois très bien voir ce genre de paroles arriver à mon esprit. Mais de les observer tranquillement et de se dire, OK, c'est ça que j'ai envie de dire, mais là, dans l'instant, c'est peut-être pas la meilleure option, donc je vais m'orienter vers autre chose. et en lien avec ça, donc, qu'est-ce qu'on peut faire plutôt ? Qu'est-ce qu'on peut se proposer dans l'instant de dire, par exemple ? Je pense qu'il y a cette idée de validation émotionnelle qui est hyper importante. Valider le ressenti d'un enfant, c'est simplement venir dire, OK, reconnaître qu'il y a la déception, reconnaître que là, c'est pas facile pour lui. Pour les plus petits, là, je ne sais pas dans l'exemple quel âge aurait cet enfant, mais imaginons pour un petit, je pense que ça peut être utile de venir proposer vraiment des mots, de venir mettre un terme sur les émotions qu'on imagine que l'enfant ressent. Et on peut lui dire par exemple « Oh là, j'ai l'impression que tu es vraiment déçu, c'est pas facile ». Et juste,
Moi, j'aime bien dire on dirait ou j'ai l'impression parce que je trouve que venir calquer l'interprétation qu'on forme, nous, de ce qui peut se passer pour l'enfant, c'est pas forcément la meilleure chose. Je trouve que déjà, on peut se tromper. Et en plus, le fait de proposer des pistes, ça permet à l'enfant de se dire, tu vois, de se connecter à lui, de voir est-ce que ça me parle, est-ce que ça fait écho par rapport à ce que je ressens. Et ça, là encore, c'est une super compétence à développer. Ça lui permet, lui, de venir affiner son ressenti et déterminer ce qui est juste pour lui. Et en plus, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, je sais que, par exemple, si on me dit t'es en colère alors que je ne suis pas en colère. Oui, tout à fait. C'est le meilleur moyen pour que je... C'est-à-dire que si tu tombes à côté, la tentative de connexion, en fait, c'est un effet boomerang. Ça fait une déconnexion au lieu de faire une connexion. Donc, c'est ça. Donc voilà, proposer peut-être des mots pour les plus petits, pour les plus grands. Et il y a des enfants qui ne supportent pas qu'on vienne mettre des mots sur leur ressenti émotionnel. Donc on peut trouver d'autres manières de faire. On peut rester plus général et dire bah ouais, là c'est dur. T'attendais ce colis, t'attendais ce cadeau et là tu l'as pas. Bah ouais, je comprends, c'est pas facile. Et il y a même des enfants, je pense que c'est insupportable d'entendre ces paroles de la part des adultes. Et on peut se contenter en fait d'envoyer des signaux non verbaux et d'avoir une espèce d'expression du visage qui vient dire bah ouais, en fait, on va pas dire c'est pas facile, mais on va le montrer par son visage qu'en fait on comprend, qu'on voit que c'est pas simple et qu'on est de son côté. Donc ça, toujours, pour moi, valider le ressenti des émotions, c'est un... Alors, je pense que là, les personnes qui nous écoutent et qui ont un petit peu d'expérience avec des enfants peuvent se dire, OK, d'accord, un enfant déçu, OK, il va être dans un coin, il va être pas content. Mais il y a des émotions où, en fait, la difficulté qu'on a en tant qu'adulte, c'est qu'on peut valider le ressenti, mais c'est la réaction à l'émotion qui n'est pas tellement possible. C'est-à-dire, typiquement, la colère ou la frustration, qui va faire que l'enfant, on peut valider sa frustration ou sa colère, mais par contre, s'il se met à jeter des objets sur la tête de son frère ou de sa sœur, ou de casser des trucs, ou de crier, etc., en tant qu'adulte, ça peut être difficile de cadrer la réaction sans invalider l'émotion. Qu'est-ce qu'on peut proposer là-dessus ? En fait, je pense que les deux sont pas du tout contradictoires, qu'on peut valider un ressenti émotionnel et poser une limite en même temps. Et ça, on peut le faire d'une manière hyper tranquille, hyper bienveillante, en restant dans l'équipe de notre enfant. Et ça peut être, tu disais par exemple que l'enfant il se met à acheter des trucs, on peut dire bah là voilà, t'as l'air vraiment hyper déçu et c'est dur pour toi et je peux pas te laisser acheter des choses. Et on peut intervenir en tant qu'adulte pour venir enlever les objets, peut-être mettre l'enfant, l'emmener dans sa chambre, aller avec lui dans sa chambre et aller se calmer. Donc, on peut valider le ressenti et poser les limites, rappeler qu'il y a des comportements qui ne peuvent pas... Ouais. Et une chose que je voudrais ajouter là-dessus, qui me paraît importante, c'est que dans la validation de l'émotion de l'enfant, je trouve qu'on peut aussi jouer un rôle s'il y a des observateurs extérieurs. Parce qu'en fait, finalement, en tant que parent, on construit une relation de confiance importante avec l'enfant, et où je pense notamment à l'idée d'un enfant qui serait déçu le jour de son anniversaire, et où peut-être qu'il y a des grands-parents, des amis, et que en tant que parent, si c'est nous qui avons réuni les gens et qu'on a cet enfant qui est déçu parce qu'il y a un truc qu'il voulait, qu'il n'a pas eu, mais qu'il a eu plein d'autres choses, je trouve que c'est intéressant de se poser la question en termes de... Est-ce que je vais, par exemple, mettre la pression pour que mon enfant reste, continue à faire bonne figure, continue à sourire, etc. Est-ce que je l'autorise à aller s'isoler de son côté avec sa déception parce qu'il a besoin d'un petit temps pour se retrouver, puis je vais retourner le chercher quand il se sent mieux pour qu'il puisse remercier pour les cadeaux qu'il... Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi en tant que... Dans la résistance qu'on peut avoir aux émotions de nos enfants, il y a parfois le regard de l'extérieur qui vient polluer, en fait, ce qu'on se dit idéalement qu'on aimerait envoyer comme message à notre enfant, mais on se dit, bah oui, mais ma belle-mère, elle va encore trouver que je fais trop ci ou trop ça, ou les gens voudront plus nous inviter parce qu'en fait... Et je pense que là, il y a une dimension à explorer entre soi et soi en se disant, dans cet instant, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est... Alors, en plus, je parle de ma belle-mère qui est adorable. Donc, c'est juste l'archétype de la belle-mère qui, parfois, dans la relation parentale, peut être le regard sur lequel on projette beaucoup de jugements. Mais voilà, est-ce que le plus important, c'est c'est ce que ses amis ou cet oncle va penser, ou est-ce que c'est la confiance que mon enfant peut me faire que quand il est dans une situation de difficulté réelle,
en fait, je suis de son côté. Alors moi, j'ai ma réponse pour moi, mais je pense que c'est une question à explorer, je pense, pour les parents qui nous écoutent. Ouais, complètement. Et moi, dans ces moments-là, j'ai un espèce de mantra que je me répète parce que je pense que c'est effectivement très difficile et que dans l'instant, on a du mal à faire ce travail de clarté alors qu'il y a notre enfant qui potentiellement est sans dessus-dessous et qu'on se sent observé par tous les adultes autour. Et donc, je trouve que parfois, avoir une espèce de pensée intentionnelle ou de mantra à laquelle s'accrocher dans l'instant, ça peut aider. Et moi, il y avait cette phrase que je me disais souvent, c'est en fait, ma loyauté, elle va vers mon enfant. Ou je choisis d'être dans l'équipe de mon enfant. Et c'est ça ma priorité dans l'instant. Et d'autant plus que dans l'exemple que tu cites, finalement, notre enfant, il sera beaucoup plus enclin à venir remercier, profiter de l'instant, être présent avec les proches qui ont pu être invités, que son émotion, elle aura été accueillie, qu'il aura pu prendre un temps, peut-être s'isoler, alors que si on essaie de le forcer, de faire preuve de gratitude, en fait, c'est complètement contre-productif. Ouais. Oui, et dans d'autres situations qu'on juge plus légitimes au sujet d'un enfant, qui serait par exemple un enfant qui s'endort sur place en plein milieu d'un déjeuner de famille, et ça ne nous viendrait pas à l'idée je pense, de le forcer à rester jusqu'à, tu vois, où il a plus faim, ou Ouais. voilà, on lui dirait, bien sûr, si t'as plus faim, va faire une sieste et puis tu reviens. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, pourquoi est-ce que dans l'expression de nos émotions, les émotions qui sont du côté sombre de la palette, qui peuvent être sur lesquelles on peut porter un jugement moral, pourquoi est-ce que c'est différent? Donc là, on a donné quelques idées sur ce qu'on peut faire à chaud. Et donc, ce que je nous entends mettre au jour, c'est donc la validation émotionnelle, c'est-à-dire ne pas chercher à nier l'émotion de l'enfant, ne pas chercher à l'en distraire ou à essayer de la changer, parce que dans l'idée de l'enfant qui est déçu, je trouve que le problème, c'est que souvent, en tant qu'adulte, en réalité, on a le pouvoir, finalement, de dire, tu vois, c'est typiquement, voilà, le jouet n'est pas arrivé, mais c'est pas grave, attends, je prends mon scooter, je vais aller au magasin de jouets, je vais t'acheter le truc, je vais t'acheter autre chose, etc. Et ça, je pense qu'on peut le faire, bien sûr, mais que c'est un autre message qu'on envoie à nos enfants, et voilà. Là, ce jour-là, c'était pas l'apprentissage émotionnel, c'était l'apprentissage que papa a un scooter. Mais donc ça, on a vu un petit peu à chaud. Donc, validation de l'émotion, essayer de rester présent à l'enfant et à son émotion. Donc, ne pas montrer que nous, ça nous insupporte. Enfin, essayer d'être nous-mêmes tranquilles avec l'expression de l'émotion. Parce que nous, on sait, c'est quelque chose qui est temporaire, c'est quelque chose qui n'est pas grave, c'est quelque chose qui va passer, c'est quelque chose qu'il ou elle est capable de traverser. Donc, être un petit peu le capitaine qui dit « Ok, ça va, je crée un espace pour toi ». Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à froid, c'est-à-dire à d'autres moments, pour, je ne sais pas, des conversations, des explications Oui. Est-ce que je peux revenir sur le à chaud, parce qu'il y a des choses que tu disais qui me semblent extrêmement importantes sur la présence, le rôle de notre présence, parce que je pense que dans l'instant, c'est parfois tellement inconfortable pour nous qu'on veut régler le problème absolument et qu'on a l'impression qu'il faut mettre en place des choses, alors qu'en fait, la simple présence, ça a un rôle régulateur des émotions qui est assez phénoménal. Et ça, c'est ce qu'on appelle la co-régulation. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on est présent avec notre enfant... Alors, quand on arrive à peu près à rester, avoir une présence tranquille et rassurante et calme, en fait, on envoie des signaux de sécurité à notre enfant. C'est la proximité physique, c'est le ton qu'on va employer. Toutes ces choses-là, ça va permettre à l'enfant de retrouver une forme de sécurité et de venir se réguler. Et en fait, cette co-régulation, c'est un peu l'étape préalable à l'auto-régulation. C'est parce que l'enfant, il aura fait cet apprentissage dans un cadre sécurisé, qu'il aura vu qu'est-ce qui se passe pour moi quand je suis dans un état où mon émotion, elle est là, et c'est hyper dur je redescends petit à petit. Cet apprentissage-là, c'est ce qui lui permettra ensuite, plus tard, d'arriver à le faire tout seul, sans la présence. C'est un peu une sorte de conduite accompagnée. Exactement. Et c'est tout à l'heure, on parlait du cortex préfrontal. Moi, j'aime bien cette image de me dire, en fait, pendant un temps, les enfants, ils ont difficilement accès à cette zone de leur cerveau. Finalement, c'est un peu notre rôle à nous, adultes, d'être leur cortex. Ils nous empruntent. Exactement. On se transforme en cortex préfrontal pour eux. Et ils absorbent, en fait, notre propre régulation pour pouvoir se réguler. Et j'imagine d'ailleurs que sur le plan du neurodéveloppement, ça n'est pas qu'un emprunt, c'est-à-dire que l'emprunt est en soi, a en soi un impact sur le développement de leur cortex préfrontal. C'est-à-dire que si on ne le fait pas,
probablement leur cortex préfrontal se développe différemment ou, je sais pas, moins vite ou moins profondément ou moins optimalement. Bah, complètement. Et je pense qu'il y a cette idée de venir en fait muscler et entraîner ce passage de je suis dérégulé à je suis dérégulé et de le faire en fait dans un contexte où on se sent en sécurité. Et ce truc-là, en fait, ça participe aussi à construire sa sécurité intérieure, qui est un élément clé de la régulation émotionnelle. Ouais. Et un élément aussi qui va faire écho à quelque chose que je pense on va aborder aussi, c'est moi ce que je trouve très utile, c'est que dans les moments où je suis présente auprès d'un de mes enfants qui est donc dans une forme de dérégulation émotionnelle, qui ressent quelque chose de difficile, en fait, il peut m'arriver, moi, de ressentir une difficulté face à cette émotion et cette situation. Et en fait, ce que je fais, c'est que je le verbalise. C'est-à-dire que je lui dis, c'est difficile pour moi parce qu'en fait, je vois que là, tu traverses cette émotion. Et en fait, là, moi aussi, c'est difficile. Et donc là, ça commence à paver un petit peu la voie à une des choses les plus importantes qu'on peut faire pour aider nos enfants à comprendre, ressentir et traverser leurs émotions, c'est qu'en fait, ils apprennent en nous observant, nous, et que c'est quand même en voyant comment est-ce que nous, on gère nos propres émotions, comment est-ce qu'on fait, nous, comment est-ce qu'on y réagit, comment est-ce qu'on les écoute, comment est-ce qu'on les traverse, que par effet de miroir, ils absorbent ça. Mais je voulais simplement souligner que ça se fait déjà dans le à chaud. Et moi, ça m'arrive d'ailleurs dans des situations comme ça qui sont intenses, de sentir que moi-même, j'arrive à réguler un peu et puis j'arrive plus. Et en fait, le fait qu'il me voit, moi, en train de revenir à un état plus régulé et de lui dire, de lui expliquer dans tout le chaos que ça peut être parfois, je me dis que ça l'autorise à ressentir ce chaos, ça lui montre comment est-ce que moi, j'essaye de ressortir du chaos et je me dis, voilà, il y a cette humilité aussi de l'adulte qui se dit, en fait, pourquoi est-ce que je pense que ça devrait être facile pour lui alors que moi-même, je galère là. Complètement. Mais ça, je pense que c'est un cadeau absolument génial que de montrer cet exemple à son enfant. Déjà, effectivement, juste pour normaliser, en fait, tu ressens tout un tas d'émotions. En fait, moi aussi, ça m'arrive et moi aussi, je suis en galère avec elle et parfois, je ne sais pas trop comment gérer. Et de montrer cet exemple, ok, je vois que c'est difficile pour moi, qu'est-ce que je mets en place, comment est-ce que je peux m'accompagner. Ce qui permet aussi quand même de dire, là, on parle de l'importance d'une forme de présence calme et rassurante. La réalité, c'est qu'il y a plein de fois où c'est absolument pas possible, où on n'y arrive pas juste parce qu'on est des êtres humains. Et donc, de proposer ce que tu indiques là, de dire, en fait, c'est OK, ça fait partie du jeu, voire même, ça peut être des opportunités absolument géniales de contribuer quand même à développer cette compétence de régulation émotionnelle en montrant, on est des êtres humains, comme toi, en fait, on galère, et comment on peut faire. Et je pense qu'en fait, il y a un sujet qui est le côté rassurant ou en tout cas non insécurisant pour l'enfant. C'est tout ce qu'on peut faire pour envoyer un signal à l'enfant en lui disant c'est les émotions que je ressens, c'est pas toi qui les as créées, c'est mon... J'en fais mon affaire, c'est compliqué, mais j'en fais mon affaire versus... C'est compliqué et je sais même pas de quoi je suis capable et d'ailleurs c'est de ta faute. Je pense qu'en fait c'est une distinction importante et donc je pense que moi c'est ça que j'essaye de faire quand je dis c'est compliqué pour moi, c'est une façon de dire c'est compliqué pour moi mais c'est moi qui... Je te demande pas de gérer mon émotion mais je t'explique ce que je suis en train de faire, quoi. Oui. Ouais, complètement. Enfin, reprendre la responsabilité de ce qui se passe pour nous, rappeler que ça nous appartient et que c'est à nous derrière de mettre en place ce qu'il faut pour s'accompagner. Et donc, en dehors des moments d'activation émotionnelle et de cette idée de montrer nous-mêmes, alors aussi dans l'apprentissage, parce que comme je l'évoquais, il y a beaucoup d'adultes qui s'intéressent à leurs émotions au moment d'avoir des enfants parce que la parentalité a tendance à nous pousser dans nos retranchements émotionnels d'une façon qui, à mon sens, est assez unique comme configuration de vie. Donc, au-delà du fait qu'on peut donner comme exemple, sans nécessairement commenter d'ailleurs, mais juste d'être quelqu'un qui est en chemin d'apprentissage de la gestion de ses émotions. Alors, j'utilise le terme de gestion, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce qu'ils disent c'est pas de la compta, mais voilà, c'est... Au lieu de répéter à chaque fois, identifier, comprendre, ressentir, considérer que quand je mets gestion, c'est tout ça que je mets derrière. Donc, au-delà de ce rôle
de modèle d'une certaine façon, enfin d'exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire à froid ou qu'est-ce qu'on peut expliquer à froid à nos enfants et peut-être avec la différence entre des tout petits, des enfants d'âge scolaire, des pré-ados, ados? Ouais, déjà, une première chose que moi je trouve hyper utile, c'est de normaliser un maximum ses émotions. Et pour ça, ça peut passer par des choses très simples. On peut en faire un sujet de discussion au quotidien, on peut s'aider de livres, il y a plein de bouquins maintenant qui sont très chouettes. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'avoir des bouquins spéciaux sur les émotions, enfin n'importe quelle lecture est l'occasion de discuter des émotions de chacun et de chacune. On peut se raconter nos journées au dîner le soir en parlant des ressentis de chacun, on peut parler de notre propre expérience émotionnelle. Je pense que vraiment l'idée, c'est d'en faire un sujet du quotidien et un sujet qu'on n'aborde pas juste quand c'est difficile et qu'il y a un moment qui a été un peu désagréable pour tout le monde. L'idée, c'est juste, les émotions, ça fait partie de la vie et ça nous arrive à tous. Et en lien avec cette idée de normaliser les émotions, je pense qu'il y a un truc qui est très utile qu'on peut faire pour nos enfants. C'est en fait de leur apporter des éléments de compréhension sur ce qui a pu se jouer pour eux, notamment quand ils ont traversé un moment difficile. Parce qu'en fait, le cerveau humain, il a besoin de comprendre. Et s'il ne comprend pas ce qui se passe, si nous, on laisse un espèce de trou sur ce qui a pu se jouer pour l'enfant, le cerveau de l'enfant va venir chercher à combler ce trou et apporter tout un tas d'explications. Et en général, les explications qu'ils vont apporter, ils vont en tirer des conclusions assez défavorables sur qui ils sont, sur leurs identités. Ils vont se dire, non mais en fait, si j'ai réagi comme ça, si j'étais en colère, c'est parce que vraiment, je suis nulle en fait. Je suis pas bon, je suis méchant. Et donc, ça va être hyper utile, nous, adultes, de leur proposer de revenir sur ce qui s'est passé et de recréer un peu une narration. Et ça n'a pas besoin d'être compliqué du tout. Enfin, on imagine, j'en sais rien, une petite fille qui a invité une copine l'après-midi, tout se passe très bien. Et puis, au moment de partager le jouet adoré, là, tout d'un coup, ça devient hyper challengeant et tout se transforme. La scène devient chaotique en l'espace d'un instant. Ça, on peut reprendre, en fait, avec elle. Quand pas à chaud, du coup, quand ça va mieux. Mais dire, ouais, j'ai repensé à hier, t'étais hyper contente d'avoir invité Emma, c'était chouette, vous avez vraiment bien joué. Et puis à un moment, elle a voulu prendre le camion. Oh, c'est le camion que t'aimes bien, ça. Et c'était pas facile, hein. Ouais, c'est dur de partager parfois. Et après, on est allés toutes les deux, on est allés dans ta chambre, on a discuté un peu, on a respiré, puis ça allait mieux et t'as pu retourner jouer. Et juste ce truc-là, en fait, ça permet à l'enfant de se faire repasser les différentes étapes, de comprendre, de normaliser et d'éviter derrière qu'il en tire ou qu'elle en tire des conclusions défavorables sur eux, sur lui ou sur elle. Et ça, on n'a pas besoin de le faire à chaque fois. Enfin, j'imagine les parents qui se disent en fait, je vais pas débriefer. Je vais passer le même temps, revivre toutes les journées. Je vais pas faire un débrief de toutes les situations compliquées de la journée. Ouais. Donc, c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est de temps en temps de leur proposer de revenir avec eux sur ce qui s'est passé. Et quand ils sont petits, c'est nous qui allons plutôt proposer le récit. Mais ensuite, l'idée, c'est de faire un récit co-construit et de permettre aussi à l'enfant de venir dire, voilà, au départ, c'était comme ça, après, je me suis sentie comme ça, et puis on a mis ça en place, et après, ça allait mieux. Et je trouve que ce qui est génial aussi dans cette forme de narration qu'on construit, c'est qu'on voit le début et la fin, ce qui permet de rappeler, en fait, une émotion, ça passe. En fait, à un moment donné, elle est là, et c'est hyper dur, et puis à un moment donné, l'émotion, elle s'arrête, ça a une fin, et on reprend notre vie. Et ce truc-là, de pouvoir se rappeler qu'une émotion, c'est quelque chose de temporaire, que ça nous traverse, je pense que ça fait partie des messages aussi très utiles qu'on peut transmettre à nos enfants. Ouais. Est-ce que tu pourrais donner quelques indications, parce que tu as parlé de cette activation, de cette dérégulation du système nerveux autonome, et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a des épisodes de Change ma vie là-dessus, et puis nous, c'est des outils qu'on utilise beaucoup en coaching, parce qu'en fait, c'est une dimension de notre existence dont peu de gens ont connaissance, en fait. Enfin, on commence à en parler de plus en plus et je m'en réjouis. Parce qu'en fait, il y a une partie des émotions auxquelles on peut donner une forme de sens. Par exemple, la déception, c'est c'est la différence entre tu t'attendais à avoir ça, la réalité était autre, et dans l'intervalle, il y a de la déception. Mais pour ce qui représente plutôt pour un enfant une forme de dérégulation de son système nerveux, et où en fait là on n'est plus vraiment dans une forme, la verbalisation en fait perd son impact, parce qu'en fait on n'est plus dans quelque chose qu'il peut comprendre avec sa tête, mais on est dans quelque chose qui se passe dans son corps. Et donc comment est-ce qu'on peut aider un enfant à
peut-être par des pratiques physiques. Tu vois, tu as parlé tout à l'heure de l'idée de respirer. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu vois, est-ce que tu peux proposer quelques pistes là-dessus? Je pense que déjà, la meilleure introduction de ces pratiques ou de ces outils qu'on peut mobiliser, c'est ce que tu proposais tout à l'heure, c'est déjà de commencer, nous, en tant qu'adultes, à leur montrer comment est-ce qu'on s'accompagne, qu'est-ce qu'on mobilise. Et on peut, en fait, dans l'instant, vraiment verbaliser ce qu'on fait et dire, voilà, là, c'est compliqué pour moi, je sens que la colère, elle est en train de monter. Je vais me mettre sur le côté, je vais prendre des respirations, ou peut-être que je vais bouger, je vais me passer de l'eau sur le visage. Enfin, déjà, de commencer à introduire l'idée qu'il y a des choses qu'on peut faire dans l'instant pour s'apaiser et retrouver une forme de régulation. Et quand ils sont tout petits, on peut leur proposer directement des choses. Et ensuite, quand ils sont plus grands, y mettre, suggérer des pistes, mais voir ce qui leur parle à eux et ce dont ils ont envie de se saisir. Et je pense que pour les enfants, il y a des trucs vraiment géniaux. Il y a la respiration dont tu parlais, et moi, il y a une forme de respiration que j'adore, c'est la respiration chocolat chaud. Et si on tape sur Internet respiration chocolat chaud, on trouve plein de choses. C'est génial. Tu t'imagines, tu as un bol ou une tasse de chocolat chaud. Et donc d'abord, tu inspires, tu sens l'odeur et c'est hyper agréable. Et ensuite, tu expires doucement pour souffler sur ton chocolat chaud. Et ça, ça peut parler à des enfants et ils peuvent pratiquer ça. Je trouve que ce qui marche très bien aussi pour les enfants, c'est le mouvement. Donc ça peut être se secouer quand on se sent en colère. En plus, ce qui est génial, je trouve, quand on se secoue, c'est qu'en fait, il y a rapidement, tu as envie de rire, en fait. Et moi, on fait ça avec mon fils, on se secoue dans tous les sens. En 2 secondes, ça y est, la colère, elle est redescendue et tu te sens tout de suite mieux. Avec la colère aussi, il y a un truc qui marche super bien, c'est quand tu pousses. Tu sais, tu pousses contre un mur ou même toi, le parent, tu peux... Nous, on appelle ça la force. Avec mon fils, on dit on fait la force et on pousse tous les deux main contre main. Donc, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être testées. Il y a des enfants qui vont être hypersensibles à la musique. L'idée, c'est d'en faire, d'avoir des échanges, de dire qu'est-ce qu'on pourrait essayer, qu'est-ce qui t'aiderait. Et ensuite, c'est là le truc, ensuite, c'est de pratiquer. Parce qu'on ne peut pas compter sur un enfant une fois qu'on a introduit cet outil. On ne peut pas attendre de lui ou d'elle que directement, à la prochaine difficulté, il se lance dans la mise en pratique. Parce qu'on en a parlé, quand les émotions elles sont intenses, en fait, on se coupe de certaines parties de notre cerveau et on n'arrive plus à penser à tout ça. Moi, ce que je trouve trop bien, c'est de faire des espèces de jeux, scènes de théâtre, des petites répétitions, où soit on rejoue des scènes qui ont été compliquées, mais en introduisant ces outils, en disant, si on reprend la scène de la petite fille, moi, je peux jouer le rôle de la petite fille et ma fille, par exemple, le rôle de sa copine. On peut interchanger les rôles, mais voir comment est-ce qu'on peut rejouer ces scènes en introduisant cet outil, cette pratique qui peut aider. Ou ce qui est super bien aussi, je trouve, c'est d'anticiper certains moments qui peuvent être compliqués et déjà, tu vois, de les jouer d'avance. Parce que comme ça, il y a déjà... donc toujours, on normalise. Ça permet de normaliser, quand je vais faire un truc de nouveau, peut-être je ressens de la peur. Ou donc, on parle déjà de ça. Et ça leur permet aussi d'enregistrer, face à cette peur ou face à cette difficulté, en fait, j'ai des outils que je vais pouvoir utiliser. Voilà, et on peut le faire aussi avec... des jouets, des peluches, tout ça, il y a plein de choses qui sont possibles. Mais venir pratiquer, quand tout va bien, quand on est calme, ces outils, je pense que c'est une super idée. Ouais, et je pense qu'il y a une chose qui est vraiment, vraiment importante à souligner, c'est le côté... l'adulte, il propose et l'enfant dispose. Parce qu'en fait, moi, je sais qu'il y a des outils de régulation émotionnelle que je propose à mes enfants, notamment le tapping. Et en fait, il y a des moments où... moi, je propose, et en fait, il y a des moments où ils sont pas prêts. Et puis, 2 minutes plus tard, ils le demandent. Ou pareil avec le soupir physiologique, ou, voilà, qui sont des choses sur lesquelles, dont j'ai pu parler sur Change ma vie. L'idée, c'est de se dire, en fait, l'enfant doit rester souverain c'est lui qui sait ce qu'il ressent, c'est lui qui sait ce qu'il a envie d'essayer et ce qui va lui faire du bien. Et même quand nous, adultes, on se dit, mais il a vraiment besoin de ça. Et en fait, on peut pas forcer un enfant à utiliser un outil de régulation émotionnelle. Et donc, il y a un respect aussi de son intégrité émotionnelle, finalement. Parce qu'en fait, quand on insiste un petit peu trop, c'est souvent le signe que qu'on a quand même très envie qu'il se calme et que là, on introduit déjà une forme de jugement ou de résistance à son émotion qui est pas extraordinaire. Alors, là, on a parlé de ce qu'on pouvait faire en tant que parents, à chaud, à froid. Et puis, moi, je voudrais qu'on normalise complètement le fait qu'au bout d'un moment, on peut avoir l'impression d'être arrivé au bout
de ce qu'on arrive à faire seul et que on peut parfois avoir l'impression de se sentir en échec parce qu'on se dit mais j'ai écouté l'épisode de podcast, j'ai lu tous les livres de parentalité bienveillante et en fait j'ai l'impression que ça marche pas ou que j'y arrive pas ou que on se cogne tout le temps la tête contre le même mur. Et donc qu'est-ce qu'on pourrait donner comme signaux ou comme signes qui permettent de dire ok, vous avez fait du mieux que vous pouviez dans la mesure de vos possibilités et là c'est peut-être un moment où on peut en parler à une personne tierce. Alors, je pense à un psy pour enfants, un pédopsy, un éducateur ou une éducatrice spécialisée, un enseignant même. À quoi est-ce qu'on peut savoir qu'on a besoin d'aide et qu'on a le droit d'avoir besoin de l'aide ? Ouais. Déjà, moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand je t'entends dire ça, moi, j'ai envie qu'on se rappelle en fait que c'est difficile d'accompagner des enfants, que c'est difficile d'être parent et que souvent on bénéficie pas beaucoup de soutien en fait dans cette mission qui est hyper exigeante. Et donc, quand on sent, enfin, je pense que tu évoques les signaux, mais quand on se sent soi-même très régulièrement débordé par ses émotions, quand on sent que ça impacte durablement la relation avec notre enfant ou que ça impacte, nous, notre ou avec le coparent. Exactement. Quand ça impacte les relations au sein de la famille ou notre bien-être à nous, je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait, à solliciter une aide extérieure. Ça n'a rien de honteux. Moi, au contraire, je suis assez convaincue qu'on aura tous et toutes besoin à un moment donné de notre parcours de soutien et de rajouter quelqu'un dans son équipe, en fait. C'est juste ça. Et que c'est plutôt très courageux et très sage que d'arriver à identifier ça et de se dire bah, ok, comment je peux recevoir de l'aide, qu'est-ce qui peut venir me soutenir dans cette difficulté. Et par rapport aux signes pour les enfants, je pense que c'est vraiment du cas par cas, mais déjà on peut se faire confiance en tant que parent et si on a l'impression que ça serait pertinent d'avoir un point de vue extérieur, prenons ce point de vue extérieur en fait. Ça ne coûte... ça peut coûter, mais en soi, ça ne sera jamais... Personne ne nous en voudra d'avoir posé la question, d'avoir demandé de l'aide. Ouais. C'est ça. Et par rapport aux enfants, je pense que quand on a vraiment l'impression de mettre plein de choses en place et que pour autant, la relation, elle a des difficultés à se créer ou qu'on sent que le quotidien, il est vraiment compliqué, qu'on a l'impression qu'il y a un mal-être qui s'installe chez notre enfant ou qu'il y a des réactions qu'on ne comprend pas du tout, en fait, ou qui nous dépassent, ou voire même, et là je pense que dans ces cas-là, il ne faut vraiment pas hésiter, quand on sent que toutes les fonctions qui permettent à l'enfant d'assouvir ses besoins primaires, quand on sent que ces fonctions-là, elles sont affectées en fait, que l'enfant il n'arrive plus à fonctionner normalement, que ce soit que ça se manifeste par rapport à l'alimentation, le sommeil, ou même un enfant qui n'arrive plus à se bouger, à faire ses activités, des activités qu'il pouvait bien aimer. Je pense que dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à solliciter une aide qui peut être une aide très ponctuelle, en fait. On n'a pas besoin de partir pour un suivi de plusieurs mois, plusieurs années. Parfois, c'est un rendez-vous, 2 rendez-vous qui vont permettre de tout débloquer. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de la diversité des modes de fonctionnement de l'être humain. On parle de neuroatypie, on parle aussi de ressentis sensoriels qui peuvent être très différents d'un individu à l'autre. Et parfois, on n'a juste pas les connaissances, en fait, pas les outils, on n'est pas équipé. Et donc, pouvoir s'entretenir avec quelqu'un qui va pouvoir nous communiquer des informations ou des clés pour mieux comprendre notre enfant et donc pouvoir mieux l'accompagner, ça peut être très pertinent. Ouais. Et je pense qu'en fait, on passe d'un paradigme où on se disait on peut aller chercher de l'aide à l'extérieur s'il y a une pathologie, un problème... et que donc on hésite un petit peu à se dire voilà, à pathologiser la relation ou l'enfant etc. On passe de ça à quelque chose qui est plus en fait il y a des personnes qui sont plus expertes que nous, non pas dans mon enfant ou dans moi, mais dans les modes de fonctionnement, les outils qu'on peut mettre en place, etc. Et donc, c'est presque une forme de consultant, en fait. Finalement, quand on parle de consultation, c'est de ça qu'on parle. Et que le premier niveau, c'est effectivement de se dire, OK, on va essayer de mieux comprendre et de s'outiller. Et puis ensuite, on va essayer de mettre en place ces outils. Si on n'y arrive encore pas, peut-être qu'il faudra effectivement un suivi plus dans la durée. Mais je pense que finalement, on part d'une vision où c'est un peu blanc-noir, c'est-à-dire soit tout va bien et on a besoin de personne,
soit on a besoin de quelqu'un et ça veut dire qu'on a tout raté, que ce sera jamais, qu'on sera jamais plus heureux et léger, etc. Et il y a plein de niveaux de gris au milieu. Et donc, moi, je trouve aussi qu'il faut beaucoup normaliser ça pour aller chercher l'aide dont on a besoin. Pour conclure cet épisode, si tu n'avais qu'un message à adresser aux adultes qui nous écoutent, alors les parents ou d'autres adultes qui ont envie de jouer ce rôle-là auprès d'enfants pour les aider dans leurs émotions, qu'est-ce que ce serait le message le plus important que tu as envie de transmettre ? Bon, c'est difficile, mais on a parlé tout à l'heure de la validation émotionnelle, le fait de reconnaître la difficulté que peut traverser notre enfant ou son état émotionnel. Et ça, je pense que c'est un réflexe qu'on devrait souvent avoir. Mais finalement, moi, ce que je me dis, c'est que ça changerait beaucoup de choses si cette validation émotionnelle, on se l'apportait aussi à nous, les adultes qui accompagnons des enfants. Parce que je pense qu'on a aussi cruellement besoin de se sentir compris, de se sentir reconnu et normaliser la difficulté de notre rôle, en fait. Et donc, moi, si je m'imagine dans ces moments qui sont compliqués, qu'on puisse se dire, en fait, ouais, c'est dur. Ouais, c'est dur ce que tu traverses, ouais, c'est dur ce que tu ressens. Et ça veut pas dire que t'es nul, ça veut pas dire que t'es faible, ça veut juste dire que dans l'expérience de la parentalité ou d'autres rôles qu'on peut avoir auprès des enfants, il y a des moments qui sont hyper compliqués. Et s'apporter ça pour soi, je pense que ça allégerait en fait notre ressenti, ce qui est déjà pour nous est précieux. Et je pense aussi que ça nous permettrait d'accompagner mieux, exactement, de faire boule de neige et d'accompagner derrière mieux nos enfants. Ouais. Et c'est marrant parce que je me dis, dans cette perspective, en fait, l'épisode qu'on vient d'enregistrer, en fait, peut probablement s'écouter en tant que le parent qu'on peut être pour soi-même. En anglais, il y a cette notion de reparenting. Je ne sais pas comment est-ce que ça a été traduit en français, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de verbe pour parenter en français, mais c'est en fait être son propre parent et finalement pouvoir revisiter des choses que peut-être on n'a pas reçues quand on était enfant. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée dans nos ressentis émotionnels, il y a quelque chose d'enfantin dans la détresse qu'on peut ressentir et que voilà, dans cette idée d'être à la fois l'adulte et l'enfant à l'intérieur de nous, je pense qu'il y a des pistes importantes. Moi, je pense que s'il y a un message que je voudrais faire passer à travers cet échange et aux parents qui nous écoutent, c'est que ça me frappe à quel point on est, alors selon l'âge que vous avez, on est une génération pivot, une génération de parents qui, à mon sens, lance une sorte de révolution dans la place des émotions dans l'éducation. Et en fait, moi, quand j'étais enfant, quand Maud évoquait tout à l'heure le fait qu'on pouvait en faire un sujet de conversation, c'est-à-dire parler des émotions. En fait, mes parents qui ont fait un job extraordinaire de parents, et voilà, c'était le fruit de leur génération, on ne m'a jamais parlé d'émotions. C'est-à-dire, on ne parlait pas d'émotions chez moi. Et donc, en fait, moi, c'était un continent inconnu. Et donc, en fait, le simple fait que vous vous posiez ces questions, que vous écoutiez ce type de ressources et que vous essayiez de cheminer, en fait, l'idée, c'est de se dire, vous apprenez à faire quelque chose que probablement vous n'avez pas reçu, qu'aucun parmi nous n'avons reçu. Et donc, de se dire, en fait, on est cette génération de transition et se dire que nos enfants, quand ils seront eux-mêmes parents, ils seront la première génération qui aura eu une éducation émotionnelle au sein de la famille d'une façon un petit peu plus généralisée. Et je pense qu'on peut, de cette façon-là aussi, s'encourager dans l'inconfort que ça peut être d'être une génération pionnière en fait dans ce domaine-là. Et enfin, en tout cas, moi j'aime bien le voir comme ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Maud ? On est bien sur ce sujet. Je te remercie vraiment beaucoup de nous avoir apporté ton regard et qu'on ait pu mettre en lumière de cette façon-là ces différents outils. Je vous rappelle ce guide pratique qu'on a développé pour vous aider qui s'appelle donc Mom Rage. Pourquoi on explose et comment réagir autrement, qui est donc ce guide pour comprendre ces débordements émotionnels et désamorcer ces mécanismes pour que vous puissiez ensuite accompagner vos enfants dans leurs propres émotions. Et donc ce guide, vous pouvez le télécharger gratuitement sur changemavie.com/momrage. Donc pour retrouver le guide, changemavie.com/momrage, ça s'écrit MOMRAGE. Je te remercie beaucoup, Maud, et je vous dis à jeudi prochain.